à toutes et à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro et que j'avais pas fait d'épisode, en tout cas que j'en avais pas publié parce que évidemment j'en ai enregistré quelques-uns pendant ces mois. Il y a pas mal de choses comme je vous l'ai évoqué sur Instagram qui évoluent, qui bougent professionnellement de mon côté et du coup j'ai un peu ressenti le besoin de lever le pied par rapport au podcast et notamment de réduire le rythme de publication parce qu'en fait je publiais un épisode par semaine, donc ce qui est assez conséquent et en termes de travail, etc. Et je peux plus forcément le faire à cette fréquence, donc c'est un peu avec un pincement au cœur du coup que j'annonce ça, mais en même temps c'est aussi pour vous proposer du contenu qualitatif. Je suis trop contente parce qu'en fait pour cet épisode, après quelques semaines, mois de silence, c'est un épisode un peu particulier puisque aujourd'hui il n'y aura pas d'invité et je vais être toute seule derrière le micro. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire et je vous cache pas que c'est un peu stressant et que c'est pas forcément le truc le plus facile à faire. Toujours ces questions un peu, de pas me sentir légitime, de me dire que ça va pas forcément vous intéresser ce que je vais vous raconter. Donc voilà, c'est un test. Et puis voilà, faut oser. Pour ce premier épisode du coup en solo, j'avais envie de vous partager ce que je mets en place dans mon quotidien féministe, qui sont des petits gestes, des micro-gestes, mais qui font partie un peu de mes valeurs et de ce que j'ai vraiment envie de faire au quotidien. Évidemment, il y en a d'autres, il y en a pas que 10, mais je vous ai regroupé ceux qui me passaient par la tête et ceux en tout cas que j'utilise le plus fréquemment, j'ai envie de dire. Alors après, bien sûr, il y a autant de féministes que de personnes, donc ça c'est ma manière de faire et c'est les gestes que je fais. Tant mieux si ça vous inspire, et après si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me les partager. Franchement, je serais super contente de vous lire et si ça peut m'inspirer à mon tour et me faire prendre conscience qu'il y a aussi d'autres gestes à faire, c'est avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui je vous partage les miens parce que je trouve que quand on pense féminisme, des fois on pense que c'est une grande cause. Alors oui, évidemment c'est une grande cause. On peut penser que c'est un combat de rue, que c'est un mot qui est lourd, qui est théorique, mais je trouve que c'est pas que ça. Je trouve qu'il y a aussi un féminisme qui se joue dans le quotidien, dans des gestes qui sont vraiment minuscules, des réflexes, des manières d'être, et que il y a un peu une responsabilité individuelle aussi de faire ces gestes-là, plutôt que de se reporter sur l'État, même s'il a évidemment son rôle à jouer et qu'on a besoin de lui. Mais je pense qu'individuellement, on peut agir et que chaque micro-geste fait vraiment la différence. Donc j'avais envie de vous partager des choses qu'on peut faire chaque jour, sans pancarte, sans slogan, juste comme ça, voilà, avec conscience. Et du coup, te parler des 10 micro-comportements féministes, des 10 façons d'habiter le monde autrement, parce que je pense aussi que changer le monde, ça passe aussi par changer nous qui on est et surtout changer nos habitudes. Donc déjà, le premier geste micro-féministe pour moi, c'est d'écouter vraiment. Ça peut paraître bête, mais quand on creuse, la plupart du temps, on se rend compte qu'en fait, on a tendance à écouter pour vouloir répondre. Alors qu'en fait, écouter les femmes autour de moi, sans les couper, sans reformuler, sans chercher à avoir le dernier mot, c'est vraiment reconnaître la légitimité de la parole de l'autre et lui donner du poids. Et c'est vraiment reconnaître aussi ta voix compte autant que la mienne. Où on est en plus dans un monde où les femmes sont souvent interrompues ou minimisées. Donc je trouve que écouter, ça devient vraiment un acte de résistance douce, accessible, et en plus, un peu, il y a un double objectif derrière ça, qui est que je trouve que ça renforce le lien avec la personne parce que ça apporte aussi du respect, de l'empathie. Et oui, je trouve que c'est vraiment un double objectif, à la fois féministe, mais aussi de manière générale que ça renforce le lien avec la personne qu'on a en face de soi. Alors après, écouter, ça a l'air simple dit comme ça, mais je trouve que écouter, c'est beaucoup plus que de rester silencieuse pendant que quelqu'un parle. C'est vraiment faire preuve de présence, d'avoir une attention vraiment particulière. C'est vraiment suspendre en fait le temps d'un instant son propre besoin, sa propre envie d'analyser, de conseiller. C'est vraiment écouter. Et pendant longtemps en fait, je croyais que j'écoutais. Et en réalité, j'attendais souvent mon tour pour parler, pour répondre. Et je pensais à ce que j'allais dire après ou à comment reformuler pour aider ou même conseiller. Mais en fait, j'ai vraiment compris que écouter, c'était pas préparer sa réponse, c'est vraiment accueillir juste ce que la personne en face nous dit. Et c'est vraiment se taire avec bienveillance,
laisser la parole, même si c'est voilà un peu bancal, même si ça tremble, enfin même si ça déborde, c'est vraiment ouais, écouter attentivement. Ça peut être, quand une amie raconte une situation difficile, l'écouter vraiment, ne pas minimiser, ne pas comparer, ne pas ramener à soi. C'est pas dire: «Ah ouais, moi aussi, ça m'est arrivé» ou alors: «Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça». C'est simplement dire: «OK, je t'entends, je comprends» et laisser un espace, en fait, où l'autre peut se sentir exister et ouais, où il se sent en confiance, pour déposer. Et oui, c'est ce que je disais, c'est que dans notre société, on a l'habitude que les femmes soient interrompues, coupées, ouais, même voire pas minimisées, mais en tout cas que leur parole ait moins de poids face à un homme. Et du coup, je trouve que écouter, ça devient vraiment un geste politique. Et c'est aussi apprendre à écouter toutes les voix, celles qui parlent bas, celles qu'on n'entend pas trop, celles qui manquent de confiance. C'est repérer qui, par exemple, dans une réunion, dans un groupe, n'a pas eu encore l'occasion de s'exprimer. Relancer la personne en lui disant: «Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?» Ça, c'est des choses que j'ai fait dans mes ateliers d'ailleurs et que je faisais vraiment attention à ça, de ne laisser personne de côté et d'où d'ailleurs, mon nom d'entreprise qui est pas un ou une de moins. Parce que vraiment l'objectif c'était, d'entendre toutes les voix, d'entendre tout le monde de manière générale. Donc je trouve que c'est une manière douce mais puissante d'ouvrir la parole. Après l'autre geste, là-dedans et qui se recoupe avec écouter les autres, c'est l'écoute intérieure, c'est s'écouter soi-même. C'est des fois entendre sa fatigue, sa colère, ses besoins. Parce que, en fait, si on s'écoute pas soi, on peut pas être vraiment, je trouve en tout cas, attentif aux autres personnes. Écouter, c'est un geste qui est simple, mais vraiment quand il est sincère, je trouve qu'il répare, qu'il tisse du lien, qu'il tisse de la confiance, du respect et qu'à l'échelle d'une société, ça change tout. Voilà, en tout cas pour mon premier geste, féministe. Le deuxième, qui n'est pas facile, mais que j'essaye de plus en plus de faire, c'est de parler sans m'excuser. Franchement, pendant longtemps, j'ai commencé mes phrases par: «Désolée, mais je ne suis pas sûre, mais» en fait, j'avais toujours tendance à minimiser ce que j'allais dire, à moi-même, me dire que j'étais pas légitime et du coup à, ouais, à prendre des pincettes, en fait, pour dire ce que j'allais dire. Prendre des pincettes et même au-delà de ça, enfin, j'ai un exemple vraiment très concret. Je fais du bénévolat, enfin bref, je fais du bénévolat et en fait, à un moment donné, on m'a demandé, pourquoi j'étais là. Au lieu de répondre, pour apporter ma pierre à l'édifice, au même titre que tout le monde et cetera, j'ai répondu: «Pour apporter ma toute petite pierre à l'édifice». Et en fait, je me suis dit: «Mais je vais participer et contribuer au même titre que les autres, donc pourquoi, minimiser? Pourquoi m'en excuser?» J'essaye vraiment, en fait, de parler sans m'excuser d'exister, d'affirmer mes idées, même si ça tremble un peu et c'est normal parce que, on a enfin, je vais parler plutôt en jeu, en tout cas pour cette catégorie-là. J'ai pas l'habitude de ça. J'essaye de muscler aussi la confiance parce que c'est quelque chose, voilà, qui se muscle aussi au fur et à mesure et chaque fois qu'on ose parler sans se rétrécir, je trouve aussi qu'on ouvre la voie à d'autres femmes qui, n'osent pas forcément prendre la parole et évidemment, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement. Je comprends, c'est vraiment quelque chose, de difficile. Ça revient un peu avec, le premier geste où en fait, on a tellement l'habitude aussi de se faire couper la parole ou qu'on minimise ce qu'on dit que je ne peux que comprendre ces comportements-là. Ensuite, le 3e geste féministe, du coup, c'est que je soutiens les femmes au lieu de les juger. Franchement, j'ai longtemps été dans la critique, dans le jugement. Loin de moi une envie de faire du mal ou une envie d'être méchante. C'était vraiment pas du tout mon intention de faire du mal ou autre. Mais voilà, c'est un peu un phénomène aussi de société, d'être beaucoup dans la critique, dans le jugement. En fait, je trouve que le féminisme, c'est pas seulement dénoncer des injustices, c'est aussi apprendre la sororité. Dire à une collègue: ton travail est super», partager la réussite d'une amie au lieu de la jalouser et de se dire: «Ah punaise, j'aurais pu faire mieux» ou «J'aurais pu faire ça moi aussi». C'est arrêter de manière générale de critiquer les autres femmes sur leur apparence, sur leur choix, sur leur façon d'être. On a été socialisés à la comparaison, à la rivalité et franchement, moi, j'ai envie vraiment de choisir la solidarité, la sororité, d'encourager, de complimenter, de booster, de former une union en fait avec toutes ces femmes. Et je remarque que j'ai encore énormément de biais qui résultent du patriarcat,
Notamment, des fois, j'ai tendance à commenter les tenues et tout de suite, je me dis: «Mais non, en fait, ça, c'est pas OK du tout de faire ça». Chacune, s'habille, comme elle veut. C'est aussi ça, on nous a appris, à contrôler notre image, à contrôler notre corps, à contrôler comment on s'habille et du coup, nous aussi avoir intériorisé, quand je dis nous, c'est nous les femmes, intériorisé en fait des biais qui sont sexistes, de juste être bienveillante en fait. Ça devrait être naturel, mais malheureusement, on est dans une société, oui, de comparaison, de rivalité. Pour moi, ça va de pair aussi à essayer de valoriser des choses faites par les femmes, que ce soit, des artistes féminines, des autrices féminines, des entrepreneuses ou des directrices. Enfin, voilà, enfin, vous avez compris l'idée. Le but, c'est vraiment de valoriser ces femmes, de les rendre visibles, de faire porter leur voix et d'être, là pour s'élever collectivement, et pas, d'être en compétition les unes avec les autres. En fait, de toute façon, on a toutes notre patte et c'est trop drôle parce que ça fait écho avec une conversation que j'ai eue avec une copine qui s'est fait contacter parce que en fait, elle avait, le même nom d'activité qu'une autre personne. Enfin, c'était même pas son nom de société, c'est vraiment le nom de sa pratique. Elle faisait la même chose au même endroit et en fait, je me suis dit: «Mais au lieu de penser qu'il y a une rivalité, qu'il y a de la concurrence, pourquoi pas se voir comme des pairs et travailler ensemble, réfléchir à un projet commun, voir comment, on peut s'élever, à plusieurs et frapper encore plus fort, à plusieurs plutôt que seul, en fait. Mais encore une fois, il y a pas de jugement quand je dis tout ça parce que je le comprends et je sais qu'on a toutes des biais sexistes et qu'on a toutes des biais, encore liés à la société patriarcale. Donc je comprends. Voilà, en prendre conscience et faire évoluer ça, je trouve que c'est déjà un pas, supplémentaire et que ça peut faire évoluer les choses. Ensuite, le 4e geste, c'est que je repère les microsexismes et je les nomme. Mais ça, j'ai envie de dire que ça se fait vraiment instinctivement. Enfin, pour ma part, en fait, je vois un peu le féminisme comme un chemin. Plus j'avance sur ce chemin et plus de toute façon, je repère de manière instinctive, les actes ou les gestes ou les mots microsexistes et moins j'arrive à me taire par rapport à ça. Que ce soit une blague lourde, une remarque sur des fringues, une interruption, supplémentaire, de la part d'un homme envers une femme. Franchement, je laisse plus passer. En plus, je me dis que de laisser passer, c'est aussi cautionner ça et faire preuve de complicité. Alors, j'ai pas envie pour autant de crier, et cetera. Encore une fois, je suis vraiment dans une démarche de faire ensemble et de créer du lien. J'essaye de pas être frontale. De manière générale, de pas l'être, de pas être frontale et de vraiment essayer de communiquer avec harmonie, même si des fois c'est évidemment difficile et que enfin voilà, il y a aucun être humain parfait et que je me laisse déborder par des émotions. En tout cas, j'essaye le plus possible de communiquer sans violence. Et d'ailleurs, j'utilise de plus en plus la communication non violence quand j'ai envie de poser mes limites. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'essaye de vraiment faire remarquer que c'est pas OK la phrase qui a été dite, que c'est pas OK la blague qui a été faite. J'essaye pas de convaincre, juste faire remarquer et essayer de demander est-ce que la personne se rend compte de ce qu'elle vient de dire. C'est un geste qui est tout simple, mais ça casse en fait la complicité du sexisme ordinaire. Et voilà. Ensuite, le geste numéro 5, c'est que je partage la charge mentale. Chez moi, le féminisme, ça commence dans la logistique du quotidien, comme beaucoup d'entre nous. Mais ce n'est pas aider, en fait, c'est se co-responsabiliser. C'est penser à la liste de courses, c'est penser à l'organisation des événements du week-end ensemble, c'est penser à l'organisation des vacances ensemble, c'est penser à ce qu'il y a à faire dans la maison ensemble. C'est pas moi je pense et mon mec exécute. Enfin non, c'est pas possible. C'est on se responsabilise chacun et on sait ce qu'on a à faire. Et on se responsabilise là-dessus, quoi. On le fait. Pour moi, vraiment, la charge mentale, c'est tout ce qu'on garde dans la tête sans que personne ne le voit. En fait, c'est pas juste faire des tâches et se dire bon voilà, c'est fait. C'est le fait d'y penser aussi, le fait de le noter, le fait de se dire ah il y a ça à faire. Enfin ouais, c'est vraiment y penser tout le temps en fait. C'est anticiper, c'est organiser, c'est prévoir. En fait, c'est vraiment un poids diffus qu'on porte en arrière-plan
Et même quand on se repose, même quand on est dans des moments de convivialité, c'est se dire, OK, on a ce truc dans notre tête. Ça, pour moi, c'est ça la charge mentale. Et souvent, ce poids, il repose sur les épaules des femmes. C'est pas par nature ou par instinct, mais c'est vraiment une habitude en fait. La société a été vraiment construite comme ça. On nous a appris que ça devait tourner, que si on le fait pas, il y a personne qui le fera. Et du coup, on se met à penser pour 2, pour 3, pour la maison. Enfin, je sais pas si vous avez des enfants, moi je n'en ai pas. Mais on s'épuise à maintenir un équilibre comme si le quotidien dépendait de nous seuls. Vraiment, le féminisme, chez moi, ça commence ici de je ne veux plus aider ni qu'on m'aide, je veux qu'on partage. Je veux qu'on copense, qu'on coplanifie, qu'on coporte tout. C'est pas attendre qu'une femme délègue, mais c'est voir, c'est comprendre, c'est agir et en adulte, en fait, en égal. Et quand c'est partagé, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui change et que la maison, elle devient un espace commun et pas juste un lieu de gestion, que le quotidien, il redevient plus léger, plus respirable. On se parle aussi autrement parce que la charge mentale, c'est quand même source d'énormément d'irritabilité, source de conflits, de reproches aussi de temps en temps. Donc, je trouve que toujours dans cette volonté de créer un lien, un lien fort et respectueux, je trouve que ça va dans ce sens en fait. Et on se retrouve du temps pour être, pour vraiment faire des choses qui nous font du bien et pas seulement pour faire tout le temps des choses. Donc voilà, l'égalité, ça se mesure pas seulement dans les salaires pour moi, ça se mesure aussi dans la liste, dans les listes qu'on garde, dans les listes qu'on partage, dans les soirs où on n'a pas envie d'être seul à tout gérer, à tout tenir et dans ces moments simples où on peut poser le mental et juste respirer. Pour le 6e geste féministe, c'est le fait de se questionner. Je me questionne. Et je crois que c'est l'un des gestes féministes les plus puissants, c'est de se regarder avec honnêteté. Alors pas dans le but de se juger, mais pour comprendre un peu d'où viennent nos réflexes, nos mécanismes, nos biais, comme j'évoquais tout à l'heure au début de l'épisode, parce qu'on a toutes et tous grandi dans une société inégale, et cette société, forcément, elle vit un peu en nous. On l'a retranscrit dans nos comportements, dans nos actions, dans nos paroles. Des fois, du coup, je me demande pourquoi je trouve une femme autoritaire quand elle parle fort, ou pourquoi je trouve un homme charismatique dans la même situation. Pourquoi je dis d'une collègue qu'elle est froide et d'un collègue qu'il est professionnel. Pourquoi je juge parfois une femme sur sa tenue, son âge, sa voix, comme si j'avais intégré sans le vouloir les critères qu'on m'a imposés à moi aussi. Et ça reprend un peu du coup ce que je disais au début de l'épisode, c'est que ces questions-là, elles ne servent pas à culpabiliser, mais elles servent à ouvrir des fenêtres et à comprendre que le patriarcat, c'est pas seulement dehors, c'est aussi dans nos réflexes, dans nos mots, dans nos silences, et qu'on a tous et toutes intériorisé ces comportements-là, ces gestes-là. On peut changer en fait, on peut déconstruire tout ça. Le féminisme, c'est pas être pur, c'est pas être parfait, c'est pas une perfection morale. C'est vraiment un mouvement et un chemin, comme je le disais aussi tout à l'heure. C'est une prise de conscience qui perdure en fait, qui évolue. C'est se tromper de temps en temps. C'est à un moment donné penser qu'on a déconstruit telle chose et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment en fait grandir avec le temps et avoir une lucidité aussi qui grandit avec le temps. Et en fait, je me questionne énormément parce que j'ai envie de désapprendre à juger les autres femmes, j'ai envie de désapprendre à douter de moi, j'ai envie de désapprendre à trouver normal ce qui ne l'est pas. Typiquement, cette année, j'ai énormément déconstruit la grossophobie. J'avais intériorisé, comme beaucoup de personnes, le fait de devoir être mince, le fait de devoir avoir très peu de gras, de pas manger beaucoup. En fait, on m'a toujours reproché que je mangeais beaucoup pour une femme, mais en fait, c'est quoi manger beaucoup et pourquoi je devrais manger moins alors que mon corps me demande de ce dont il a besoin pour avoir de l'énergie en fait, c'est que je fais du sport, il y a pas de... C'est vraiment, il y a un super livre d'ailleurs que je vous partagerai là-dessus, de ce contrôle du corps de la femme, le fait de devoir peu manger, etc. Et tout ça,
Ouais, ça a été un long chemin. Franchement, ça a mis une bonne année à se déconstruire. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est désapprendre en fait. Désapprendre ce qu'on pensait être des vérités, désapprendre nos fonctionnements et, euh, et faire autrement tout simplement. Et à chaque fois que je me rends compte d'un biais, c'est valable aussi pour le racisme ou toute autre lutte, parce qu'on a des biais aussi racistes, mais voilà, c'est un autre sujet que j'évoquerai pas ici. Je me dis, ok, là je viens de le voir, je m'en rends compte, maintenant je peux choisir autrement, je peux faire autrement, je peux dire autrement, je peux aller creuser le sujet, je peux aller me renseigner, je peux aller lire, je peux aller écouter un podcast, je peux aller voir une émission, dans la limite du raisonnable, poser des questions. Et je trouve que c'est ça la force du questionnement, c'est ça rend de la liberté parce que on a le pouvoir d'agir, le pouvoir de changer, le pouvoir de cheminer. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment une forme de liberté. Le 7e micro-geste, c'est que j'en parle. J'en parle parce que se questionner, c'est bien, mais partager, c'est ce qui fait bouger les choses. Donc, j'en parle autour d'un café, j'en parle autour d'un micro, dans mon podcast, mais aussi voilà, dans d'autres sphères. J'en parle dans un dîner. Le but, c'est pas de convaincre, même si au début de mon chemin, j'avais envie de convaincre et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs d'en parler avec d'autres femmes, de se dire ok, j'avais de la colère, j'avais envie de convaincre. Mais en fait, c'est aussi une perte d'énergie, et ça peut d'ailleurs donner lieu à de la fatigue mentale énorme. Et je l'ai ressenti à un moment donné, j'ai eu envie de couper, enfin, j'ai d'ailleurs même coupé les réseaux sociaux, les informations, etc. Parce que j'étais là-dedans, je lisais énormément de livres, etc. Et je sentais que mon anxiété grandissait énormément par rapport à tout ça. Et que ça entretenait un espèce de truc hyper négatif parce que bah forcément quand on met le doigt sur toutes les inégalités, toutes les injustices, forcément on a du mal après à être optimiste. Et donc sortir un peu de tout ça, ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Donc ça c'est une autre thématique que je pourrais aborder dans un podcast si ça vous intéresse. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais le fait de se préserver dans les luttes, c'est super important. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que le but c'est pas de convaincre, c'est pas de faire une leçon, c'est pour raconter en fait, c'est pour échanger, pour écouter, parce que le féminisme c'est pas une idéologie qui est figée, c'est quelque chose de vivant qui évolue, c'est des conversations, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a autant en fait de manières d'être féministe que de femmes, et donc en fait on a chacune notre patte et notre manière d'agir. Et du coup, bah, se partager ces ressources-là, je trouve ça juste incroyable parce que ça nous fait grandir. Et quand je parle de féminisme, je parle d'expérience, de vécu, de doutes, des petites victoires. J'essaye de dire aussi que je ne sais pas tout, et c'est le cas en fait. Je me trompe. Je parlais aussi tout à l'heure de la pureté du militantisme. Et ben oui, clairement, en fait, il y a plein de fois où je me loupe et en tout cas, j'essaye d'avancer et de me remettre en question là-dessus. Je trouve que c'est dans ces discussions-là, ces partages et les regards croisés qu'il y a une compréhension collective qui naît. En tout cas, pour moi, parler de féminisme, c'est toujours semer des graines. On ne sait pas trop si ça va pousser, ni où ça va pousser, mais en tout cas, elles finissent par trouver une terre. Ça peut être une amie qui réfléchit différemment, un collègue qui commence à faire attention, une sœur, une fille, bref, une auditrice qui se dit « Ok, moi aussi j'ai mon rôle à jouer là-dedans et moi aussi je peux changer quelque chose. » Donc en fait pour moi le féminisme c'est un peu une transmission, c'est pas un dogme, c'est plutôt quelque chose à construire ensemble et que j'imagine un peu chaque conversation comme une petite pierre qu'on pose pour une maison commune. Et tu vois, à force d'en parler, je réalise que le féminisme, ce n'est pas une lutte lointaine. C'est vraiment une manière d'être, une manière de parler, une manière d'aimer, de vivre. Vraiment, c'est en fait le fait d'incarner le féminisme. Et c'est un langage en fait qu'on apprend tout ensemble pour essayer qu'on soit plus libre. Parce que ça, j'aurais peut-être commencé par ça finalement, mais je trouve que le féminisme, en fait, c'est pas être parfaite. En fait, je trouve que c'est un gros mot pour dire quelque chose qui, en fait, va nous libérer, vraiment. Enfin, je trouve que depuis que j'ai déconstruit tout un tas de choses autour de ça, vraiment, je me sens libre, en fait. Je me sens plus libre d'incarner qui je suis, de m'affirmer, de poser mes limites beaucoup plus.
Et en fait, pour moi, le féminisme, c'est vraiment ce chemin vers la liberté, en fait. Et de se détacher de tout ce qu'on attend de nous, de ce qu'on attend, de à quoi on doit ressembler, de ce qu'on doit dire, de comment on doit être, de comment on doit s'habiller, se comporter. Enfin, c'est vraiment se détacher, en fait, de tout ça et faire son propre chemin. Ensuite, dans les micro-gestes, du coup, je rajouterai l'écriture inclusive. Alors, je sais que l'écriture inclusive fait énormément débat. Vraiment, l'écriture inclusive, c'est un geste qui est symbolique, mais qui est surtout profondément politique. Parce que ça touche à la langue, ça touche à la manière dont on voit et dont on nomme le monde. Certains trouvent que c'est un détail, mais moi je pense que c'est vraiment... C'est aussi être capable de faire évoluer quelque chose qui est ancré, en fait, depuis des siècles et des siècles. Et en fait, pendant longtemps dans la langue française, les femmes, elles ont complètement disparu. Quand à l'école, on nous apprend que le masculin, lapsus, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est devenu une loi presque naturelle, mais non. En fait, c'est une règle qui a été inventée au XVIe siècle, je crois, par des grammairiens qui ont décidé que le masculin était plus noble. Et depuis, cette idée, elle s'est vraiment glissée partout dans nos livres, dans nos phrases, dans l'éducation, puisque c'est ce que je disais à l'école, on nous apprend que le masculin l'emporte. Alors que écrire les étudiantes, les artisaneux, les lectrices, c'est pas une coquetterie militante, c'est un rappel. C'est un rappel que le monde ne se compose pas uniquement d'hommes, que quand on dit les Français, dans les Français, il y a aussi les Françaises. Là, je prends l'exemple des Français, mais voilà, ça pourrait être n'importe quel pays, évidemment. Mais que les mots qu'on choisit, en tout cas, ils tracent les contours de ce qui compte et de ce qu'on a envie d'effacer. Moi, j'utilise l'écriture inclusive parce qu'elle me permet de voir les femmes dans la langue, mais aussi de mettre en avant la diversité, de mettre en avant ce qui a été effacé et d'inclure tout le monde. Et encore une fois, je reviens à donner la voix à tous et toutes. Et pour moi, cette démarche d'inclusivité, cette démarche d'écriture inclusive, ça reprend un peu ça, c'est-à-dire n'oublier personne. Et ça fait encore le lien avec créer des relations qui sont non violentes, qui sont saines, qui sont respectueuses. C'est inclure tout le monde, en fait, dans nos mots, dans nos communications. Et en fait, au début, je vais pas mentir, c'était un peu compliqué d'y penser. Même à l'oral, des fois, je me disais, un peu comme tout le monde, finalement, je me disais, ouais, c'est un peu lourd, ça fait des grosses phrases. Mais en fait, pas du tout. Tu prends le réflexe au fur et à mesure. Et maintenant, je sais que je ne peux plus m'en passer. Et c'est surtout que, en fait, on le voit de manière difficile, entre guillemets, et lourde, parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en fait, si on avait toujours été habitué à écrire et à parler comme ça, à aucun moment ça nous aurait semblé difficile ou lourd ou autre chose. Donc en fait c'est juste une habitude à changer. Je sais que certains et certaines trouvent ça illisible ou trop compliqué, mais en réalité en fait c'est surtout inhabituel. C'est comme toute nouveauté. En fait, souviens-toi, autrefois on trouvait absurde d'accorder autrice ou docteur. Je l'appuie volontairement à l'oral, le docteur, évidemment, je dis pas docteureux, mais et pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est des mots qui vivent et qui existent et qui sont utilisés. Donc en fait, c'est juste une question d'habitude et de changement. L'écriture inclusive, c'est aussi de dire les personnes au lieu de dire les hommes. C'est de dire le corps enseignant plutôt que les professeurs. C'est en fait faire exister tout le monde dans les mots. C'est penser à tout le monde sans effacer personne. Notamment, je pense à ça en même temps, mais j'ai une anecdote. J'avais vu une vidéo sur Instagram qui disait que fraternité, dans notre slogan liberté, égalité, fraternité, ça renvoyait aux frères, ça renvoyait aux hommes. Et que, en fait, notre but, c'est pas de mettre à la place des hommes les femmes, c'est pas ça. C'est de trouver un mot commun qui regroupe femmes et hommes. Et en fait, il y en a un qui existe. Peut-être vous connaissez, mais moi que je connaissais pas. Ça s'appelle adelphité. Et adelphité, ça désigne la solidarité entre semblables, qu'elles soient femmes, hommes ou personnes non binaires. C'est vraiment ça l'évolution, c'est de penser à toutes les personnes de manière générale. Quelque chose d'encore plus profond,
c'est que quand on écrit de manière inclusive, on se met à penser aussi inclusivement. On se rend compte de nos réflexes. On se rend compte qu'on exclut des fois des personnes qu'on invisibilise. C'est pas des personnes invisibles, c'est des personnes que nous on invisibilise. Et on commence à se demander, à qui je pense dans mes phrases, qui est-ce que je représente dans mes phrases. Et cette simple question, elle change en fait la manière de parler, d'écrire, de voir, mais aussi nos comportements. Et j'aime cette idée qu'un mot peut être un acte. Qu'une tournure de phrase, ça peut réparer un peu d'histoire. Et l'écriture inclusive, pour moi, c'est vraiment une façon douce de dire « Moi, je te vois, tu comptes pour moi, tu es dans ma phrase, donc en fait, tu es plus largement ici, dans le monde, avec nous. » Alors c'est un tout petit geste, mais franchement, les mots, ils sont puissants et ils bâtissent vraiment le monde dans lequel on vit. Donc voilà, essayons d'habiter une langue où tout le monde a sa place dans cette langue. Ensuite, comme avant-dernier micro-geste féministe, j'aimerais parler des émotions. En fait, les émotions, je trouve que c'est un axe super puissant pour parler de féminisme au quotidien, parce que ça touche au corps, ça touche à la société, ça touche aux normes de genre. Et du coup, on nous a appris en fait que certaines émotions étaient faibles ou pas professionnelles, trop féminines, ou au contraire, qui étaient plus réservées aux hommes. Je pense notamment à la colère. Il y a un gros sujet, je pourrais faire un épisode pareil là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur la colère des femmes. Et en fait, on nous a dit que pleurer, douter, s'inquiéter, c'était une faiblesse. Et cette injonction-là, elle est partout. Elle est dans les bureaux, elle est à l'école, elle est à la maison, elle est dans nos têtes. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de changer de ça. J'ai envie de dire que je ressens telle émotion sans honte, sans avoir peur du jugement. Alors, c'est pas toujours facile parce que, du coup, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, c'est que je me suis un peu construite en me disant que je devais être une femme forte, de par mon contexte familial, de par mon histoire, etc. Et pour moi, vraiment, pleurer était signe de faiblesse. Et je pense ne pas avoir pleuré, mais pendant des années et des années. Sauf que, en fait, déjà, ça me coupait des autres dans le sens où je me trouvais moins, je me trouvais moins sincère, je me trouvais moins authentique dans mes relations. Ça rejoint encore une fois, et en fait, c'est un peu mon fil rouge. J'en ai plusieurs, mais peut-être que je conclurai là-dessus après. De prendre soin des autres, de prendre soin de la relation, et de construire des liens vraiment qualitatifs. Pour moi, l'authenticité est un prérequis absolu. C'est-à-dire que vraiment, c'était tabou et surtout, comme je le disais, ça me coupait en fait de ce que je ressentais, de qui j'étais, et du coup, ça empêchait aussi mes amis de me connaître réellement. Et moi qui le voyais comme une faiblesse, maintenant, en fait, je le vois plutôt comme une force de réussir à dire bah ouais, en ce moment, ça va pas super bien. Je suis fatiguée, professionnellement, c'est un peu compliqué. Alors c'est sûr, c'est moins sexy de dire que c'est compliqué, qu'on est fatigué, etc. Mais en fait, ça fait partie de la vie. Et je dis pas d'étaler à la première personne venue ce qui se passe pour soi, ce qui se joue pour soi, etc. Mais juste dire, ouais, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que, je sais pas, pour reprendre l'exemple du travail, en ce moment, le travail, ça va pas des masses. Et voilà, ça arrive, c'est tout. Et peut-être que le fait de se livrer, la personne en face va se sentir en confiance et du coup, le lien sera vraiment renforcé. J'essaye de dire ce que je ressens, je laisse passer la colère, la tristesse, la fatigue, la joie, l'enthousiasme, toutes ces nuances intérieures qui, je trouve, au final, me rendent entière. J'essaye de les écouter, j'essaye de les nommer, j'essaye de les accueillir. Alors, c'est super dur, hein. Franchement, ça, c'est pareil, c'est un long chemin. Je sais que j'ai encore tendance à bloquer quelques émotions, mais en tout cas, ça rejoint un peu avec le fait d'être de trop et de dire cette meuf-là, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Mais c'est peut-être juste qu'on n'a pas l'habitude, en fait, que la personne soit entière et qu'elle nous dise vraiment ce qui se passe, ce qui se joue pour elle. Et peut-être que d'ailleurs, on pourrait faire lien
avec encore plus de douceur si on arrivait à faire preuve d'empathie et de comprendre ce qui se passe pour l'autre personne en face de nous quand des fois c'est compliqué et qu'il y a un conflit, etc. Parce qu'en fait, pour moi, un monde féministe, c'est pas seulement des lois, des quotas ou des discours, c'est un monde où ressentir n'est pas un défaut, c'est un monde où être vulnérable, ça veut pas dire être faible. Et c'est un monde où en fait la sensibilité, c'est une force, c'est pas une étiquette ou une faiblesse. Et ça, c'est vraiment valable pour les hommes. Le patriarcat fait du mal aux hommes également. Et pour les hommes, pleurer, douter, montrer sa peur, c'est interdit. C'est sois fort, ne montre rien, règle tes problèmes tout seul. Et cette norme rigide, en fait, elle enferme tout le monde au final. Parce qu'elle nous dit quoi ressentir, elle nous dit comment le montrer, elle nous dit qui a le droit de montrer quelle émotion et qui peut ressentir ce type d'émotion-là. C'est un truc qui pèse sur les femmes et qui emprisonne aussi les hommes. Et quand je dis je ressens, quand j'accueille mes propres émotions, je montre que c'est normal, que c'est ok, que c'est légitime. Et ça ouvre des portes, ça ouvre une porte en tout cas pour les autres, et y compris pour les hommes, bah de pleurer, de rire, de douter, d'exprimer sa colère, sa peur, sa joie. C'est pas un défaut en fait, c'est juste humain. Et j'essaye énormément aussi de travailler sur la forme, sur comment je retranscris ces émotions-là, toujours dans le but de cohabiter avec douceur et de prendre soin de la relation avec les autres. Et pour moi, vraiment, c'est ça, c'est le féminisme, ça oppose pas les genres, en fait. On va nous dire, ouais, le féminisme, c'est les femmes veulent être supérieures aux hommes, mais non, pas du tout, en fait. C'est pas opposer les genres, c'est juste remettre de l'égalité, c'est remettre de l'espace, de la liberté dans la manière dont chacun peut vivre, veut vivre. Et ça marche aussi, du coup, pour les émotions. Et quand les hommes, ils apprennent qu'ils ont le droit de ressentir et d'exprimer, bah, tout le monde y gagne, en fait. Il y a moins de violence, il y a moins de colère, parce qu'aussi, quand on enfouit de la tristesse trop longtemps, ou qu'on enfouit du stress trop longtemps, ben ça se retranscrit par de la violence, par de la colère. Et le monde peut être vraiment, alors je suis peut-être utopiste, hein, après voilà, et tant mieux j'ai envie de dire, parce qu'il faut un peu d'espoir et de joie dans cette lutte, mais le monde peut être entier, il peut être authentique, sensible et fort en même temps en fait. Et ça peut être, ça sera juste un monde plus égalitaire et plus joyeux. Donc oui, valoriser les émotions, c'est féministe. Et oui, ça libère aussi les hommes. Même pour aller plus loin, je trouve que c'est prendre soin de soi, c'est valoriser ses émotions, c'est réapprendre à écouter notre corps, nos limites, nos besoins, à plus culpabiliser pour de la fatigue. C'est les considérer comme des messages. Et je trouve que c'est une manière douce de remettre de l'égalité dans nos vies. Donc oui, parfois ça fait peur, parfois ça peut déranger aussi, mais à chaque fois qu'on ose accueillir ses émotions et celles des autres, je trouve, en tout cas, que l'on fait un petit pas vers un monde qui est plus juste. Et en fait, tous ces micro-pas, mis bout à bout, ça change tout, ça fait évoluer les choses. Et enfin, le dernier geste micro-féministe, le micro-geste féministe, pardon, c'est que je choisis mes modèles avec conscience. J'ai grandi avec des modèles plutôt masculins. J'ai eu beaucoup d'amitiés masculines. Et d'ailleurs, franchement, c'est trop fou parce que je fais vraiment partie de ces meufs qui disaient qu'elles s'entendaient mieux avec des mecs qu'avec des meufs. Mais c'est pas vrai! C'est grave pas vrai en fait. C'est pas vrai, c'est juste que on m'a fait croire que c'était valorisé d'adopter des comportements masculins. En tout cas, c'est ce que j'ai cru. Que je serais plus acceptée. Mais bref, ça fera l'objet d'un autre podcast. Pareil, si vous en avez envie. Je teste un peu ces formats-là, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Bref, pour revenir au fait que je choisis mes modèles avec conscience, c'est qu'on a toutes et tous grandi avec des modèles à l'école, dans les médias, dans la famille, et que trop souvent, ces modèles, ils sont masculins. Ça va être des scientifiques, ça va être le chef d'entreprise, ça va être le héros d'un film, ça va être la figure historique. Et en fait, les femmes sont minoritaires, elles sont effacées, ou alors réduites à des clichés. Et ça, on peut le voir dans le cinéma. Pareil, il y a des épisodes dans lesquels j'ai parlé du male gaze. Donc moi, je choisis plutôt de m'inspirer de femmes maintenant. Des femmes qui ont réussi dans leur domaine, des femmes qui sont créatives, des femmes qui osent, des femmes qui sont imparfaites mais qui sont super courageuses. Que ce soit des autrices, des entrepreneureux, des sportives, des militantes, des artistes.
Je les lis, je les soutiens, je les écoute, je les cite, je les mets en avant dans mes discussions. Et en même temps, je choisis aussi des modèles masculins, mais qui respectent l'égalité, qui partagent la parole, qui valorisent les femmes. Et ce geste est minuscule, mais franchement, ça change en fait. Il change le regard. Parce que chaque référence que je choisis, chaque nom que je donne, contribue à réécrire ce que réussir ou réussir ensemble signifie. Et ça, c'est un micro-geste féministe simple, mais qui est concret, qui est quotidien, et qui est pourtant capable de transformer la manière dont on voit le monde. Et la manière dont les générations qui arrivent s'y projettent. Voilà un petit peu pour ce premier épisode en solo. Donc j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir de vous partager un peu ce que je fais au quotidien. Encore une fois, sentez-vous libre de que ça résonne en vous ou pas. C'est ok. Si ça vous donne des idées, ben, c'est trop bien. Et si vous faites déjà tout ça et même d'autres choses auxquelles moi je n'ai pas pensé, bien sûr là je pouvais pas tout mettre, et ben n'hésitez pas à me les partager aussi, je les relayerai. On a parlé des gestes minuscules, presque invisibles. Écouter vraiment, partager la charge mentale, valoriser les émotions, écrire inclusivement, soutenir les autres femmes, choisir ses modèles et tant d'autres choses. Et ces gestes, comme je l'ai dit plusieurs fois, ils peuvent sembler être petits, mais mis bout à bout, ils participent à créer un monde différent. Un monde où la parole des femmes compte, où les émotions sont libres, où l'égalité, elle se vit. Et le féminisme, en fait, c'est pas une bataille lointaine ou abstraite, c'est ce qu'on fait chaque jour, dans nos choix, dans nos mots, dans notre manière de nous tenir, dans la façon de nous regarder, de nous écouter. Et en fait, je trouve que c'est dans ces micro-gestes qu'il y a vraiment une égalité qui se crée de manière douce, de manière puissante à la fois et contagieuse aussi quelque part. Je vous laisse avec cette idée que chaque petit geste compte, que chaque mot, chaque action, chaque question posée est une pierre posée pour bâtir cette petite maison dont je vous parlais tout à l'heure, cette maison commune. Le but, c'est de le faire à son rythme, de le faire avec son intuition aussi. Donc souviens-toi que le féminisme, c'est une révolution qui commence dans nos vies, ici et maintenant. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il fera écho et j'espère qu'il aura planté quelques petites graines et qu'elles germeront un peu plus tard. Bonne journée et j'espère à très vite.